La Commission européenne a présenté le mois dernier une proposition de réforme des règles budgétaires qui, suspendues lors de la pandémie, vont être réactivées et actualisées. Quelles sont les raisons de cette réforme et comment réduire la dette publique tout en réalisant les investissements nécessaires, notamment pour la transition numérique et verte? Je suis allée à Bruxelles et en Italie pour répondre à ces questions. La dette publique dans l'Union européenne a atteint un pic de 90% du PIB en 2020 lors de la pandémie, puis est passée de 88% en 2021 à 84% en 2022, bien au-dessus des limites fixées par la Commission. Alors, quelle est la proposition de réforme de la Commission européenne et quels sont les principaux changements? Voici notre cours accéléré. L'Union européenne ambitionne de remanier ses règles budgétaires en matière de dépenses publiques et d'impôts. Elle veut que les niveaux d'endettement public soient plus soutenables. De nombreux pays ont dépensé beaucoup ces dernières années dans des mesures atténuant les répercussions de la pandémie de Covid-19, la guerre menée par la Russie en Ukraine et la crise de l'énergie. Il est maintenant temps de remettre de l'ordre dans les finances publiques. Ce qui veut dire faire baisser les déficits publics sous la barre des 3% du PIB et ramener la dette publique sous les 60% du PIB, comme le prévoient les traités européens. La proposition de la Commission vise à donner aux États membres plus de contrôle sur la manière dont ils atteignent ces objectifs. Mais ils devront ajuster leur budget d'un minimum de 0,5% du PIB chaque année jusqu'à ce qu'ils atteignent les 3%. 14 pays devraient dépasser la limite des 3% en 2023, dont l'Italie, la France, la Roumanie et l'Espagne. Les réformes proposées par la Commission européenne visent à garantir des finances publiques saines et à encourager les investissements dans les transitions écologiques et numériques. L'objectif est donc une réduction graduelle de la dette publique sur 4 voire 7 ans pour les pays au-dessus des limites, avec une approche spécifique à chaque pays. De notre côté, des amendes allégées seraient effectivement appliquées en cas de non-respect des règles. Pourquoi la Commission européenne a choisi cette approche? J'en discute avec le commissaire européen Paolo Gentiloni. De manière générale, la dimension irréaliste et la complexité excessive ont eu pour conséquence que les règles n'ont pas été réellement appliquées. Il n'est pas acceptable que l'Union européenne ait des règles budgétaires uniquement sur le papier. Pourquoi est-ce la meilleure approche? Chaque État membre décidera de sa propre trajectoire budgétaire pour les 4 ou 7 années à venir. Comme il s'agit de vos propres décisions, si vous vous en écartez de manière significative, la Commission est autorisée à faire appliquer ces décisions et à décider si leur application est clairement justifiée. Certains pays comme la France ou l'Italie dépassent largement ces limites. Pensez-vous qu'il soit réalisable de réduire ces chiffres dans un avenir proche? Avec une approche plus progressive, je pense que nous pouvons réaliser ce qu'il était malheureusement impossible de réaliser avec les règles existantes. On n'atteindra pas demain les fameux 60%. Je pense qu'il faut être transparent sur ce point. Mais si la trajectoire passe d'une hausse à une baisse, ce sera important pour les marchés et pour notre Union. Pour autant, nous devons aussi encourager la croissance pour soutenir notre système, qui est un système basé sur l'aide sociale, mais aussi pour faire face à l'immense montant d'investissements qui sont nécessaires si nous voulons être pris au sérieux vis-à-vis de ce que nous disons sur les transitions écologiques et numériques. Nous avons besoin d'un soutien commun à l'investissement, et c'est la leçon à tirer de Next Generation EU. Merci beaucoup. Un exemple de ces investissements publics se trouve en Italie, dans la ville de Bologne, où le superordinateur Leonardo se prépare à déployer sa puissance considérable. Leonardo effectue 250 millions de milliards d'opérations par seconde. À l'heure actuelle, il s'agit de la 4e machine la plus puissante au monde. Hébergé par le consortium Cineca, Leonardo a vu le jour grâce au financement conjoint de 240 millions d'euros répartis entre le ministère italien des universités et de la recherche et l'initiative européenne publique et privée Euro-HPC. Il sera bientôt disponible pour des projets de recherche et d'innovation.
Les domaines dans lesquels Leonardo sera utilisé vont généralement des prévisions météo à la lutte contre le changement climatique, en passant par l'accélération du développement de nouveaux médicaments et la conception de nouveaux produits liés aux jumeaux numériques. Si la dette publique de l'Italie est déjà 2 fois supérieure au seuil des règles budgétaires, cet investissement vise à booster la compétitivité de la recherche et de l'industrie italienne et européenne. Cette logique de cofinancement avec les États membres, je dois le dire, porte aujourd'hui ses fruits, puisque parmi les 4 calculateurs les plus puissants du monde, il y en a actuellement 2 sur 4 qui sont européens. C'est du jamais vu sur la scène mondiale. À Naples, la société pharmaceutique Dompé, la première entreprise à signer un accord avec Leonardo, espère en exploiter tout le potentiel pour l'identification de médicaments grâce à l'analyse d'un large éventail de molécules. Il s'agit de trillions de molécules, autant qu'il y a d'étoiles dans une galaxie sur à peine quelques heures. Il est crucial de rechercher la molécule qui interagit parfaitement avec la cible, qui est ensuite liée au développement de la maladie. La promesse du supercalculateur est d'arriver à simuler l'interaction d'un médicament avec un patient virtuel, mais aussi de prédire les pathologies les plus à risque en analysant des millions de génomes qui renferment des milliards de données. Avec l'avènement de nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, il est essentiel de maintenir un niveau de recherche aussi avancé que possible. C'est pourquoi l'utilisation de supercalculateurs nous permet d'être compétitifs au niveau international, même si nous sommes une entreprise de taille moyenne. Des investissements publics tels que Leonardo sont considérés comme cruciaux pour la compétitivité à moyen et long terme de l'Europe. De retour à Bruxelles, l'économiste Jeromine Zettelmeyer rappelle que le besoin de transparence et d'égalité de traitement dans le processus de réduction de la dette ne doit pas être un frein pour soutenir la croissance de chaque pays. L'idée fondamentale de cette réforme est de commencer par examiner les circonstances propres à chaque pays. Le problème, c'est que celui, quel qu'il soit, qui exerce le pouvoir discrétionnaire dans l'examen de ces circonstances, dispose d'un grand pouvoir dont il peut abuser. Certains États membres craignent que la Commission n'en abuse, ou que ce soit le cas de celui qui exerce une influence politique sur la Commission à ce moment-là. La nouvelle proposition de la Commission prévoit un garde-fou qui stipule que, quoi qu'il arrive à la fin de ces 4 années, la dette doit être inférieure à ce qu'elle était au début, ce qui exclut donc un effort d'investissement transitoire. Il faudrait probablement renégocier cela. Pour le reste, je pense que la proposition de la Commission tient la route. Dans tous les cas, la réforme sera discutée au Parlement européen et par les États membres du Conseil pour que les plans spécifiques à chaque pays soient élaborés en 2024.